Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur la culture, donc les jardins de la culture, une émission que vous avez pris l'habitude de regarder en ce jeudi soir. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je suis devant la caméra. D'habitude je suis juste derrière et là j'ai tenu à être à côté de notre invité. Il s'agit de André Delpuche qui est peintre. Bonjour André. Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes au Lauragais, le pavillon du Lauragais, qui est situé à Revel, charmant endroit, et on s'est dit que ça pouvait être un lieu plus qu'intéressant pour parler de vos œuvres qui sont, on les voit tout autour de nous. Alors première question, vous êtes peintre aujourd'hui, comment vous est venue cette passion pour la peinture ? Alors tout d'abord, cette passion est venue, j'ai pris conscience du don très jeune. C'était en venant de l'école maternelle, j'avais 6 ans, et la maîtresse, enfin je dis maîtresse d'école parce que quand je dis maîtresse, ça fait sourire les gens, ils pensent qu'à l'époque j'étais précoce. Dans la maîtresse d'école, on commençait à apprendre à écrire, et elle nous avait demandé, c'était l'écureuil mange la noisette, et elle nous avait demandé donc de dessiner un écureuil. Alors le soir j'ai dessiné un écureuil, et le lendemain, elle a regardé donc, et puis elle m'a dit, c'est pas toi qui as fait l'écureuil, c'est tes parents qui ont dessiné l'écureuil. Ah, je lui dis non. Alors quand elle a vu que j'insistais comme ça, elle m'a demandé de le refaire à la récréation. Alors je lui dis oui, pas de problème, je l'ai refait à la récréation, et elle était vraiment stupéfaite des dons que j'avais, puisqu'à 6 ans je dessinais comme un adulte. Alors donc déjà ça m'a fait prendre conscience ce don. Mais c'est difficile, quand on a un don, c'est tellement naturel qu'on n'a pas conscience finalement qu'on a ce don. Et donc j'ai beaucoup dessiné dans mon enfance, j'ai fait des sanguines, j'ai fait du fusain, du pastel, et dans les années 80, je suis passé à la peinture à l'huile. Ouais, justement, c'est ce que je vais vous demander. Voilà. Pourquoi la peinture à l'huile ? C'est vraiment disons le que la support qui peinture vous à convient le l'huile, plus. voilà, disons la peinture à l'huile, c'est quand même au niveau de l'art pictural le summum quand même. Et donc dans les années 80, j'ai commencé à peindre et j'ai eu la chance de rencontrer le célèbre peintre Pierre-Laurent Bruno, qui est le peintre affichiste, qui a fait des affiches de cinéma, des affiches sur la publicité, puis après qui a fait des tableaux avec de jolies femmes, avec des chapeaux fleuris, enfin, des trucs comme ça. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Laurent Bruno, je lui ai fait voir ce que je faisais, et il m'a dit, il te faut exposer, tu as du talent. Alors vous savez, moi j'étais jeune, j'avais une trentaine d'années, quand un monstre sacré comme ça vous dit qu'on a du talent, on doute quand même toujours. Hein. Et donc j'ai pris l'initiative d'exposer, et ma première exposition, j'ai eu une médaille d'argent de dessin. Alors, je me suis dit, c'est pas trop mal quand même. Et puis un tableau qui avait été primé pour un salon national. D'accord. Alors donc j'ai continué, et ça m'a encouragé bien sûr. Justement, au niveau déjà, première chose, vous dessinez à 6 ans déjà comme un adulte. Moi, c'est l'inverse, je suis un adulte, mais je dessine comme un enfant de 6 ans. Donc, pour le coup, faudra m'apprendre. J'ai pas mal de choses à apprendre sur ce côté-là. Vos parents, justement, quand ils ont vu votre don pour la peinture, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils vous ont laissé, est-ce qu'ils vous ont encouragé dans ce sens-là ? Ou est-ce qu'on se dit, bon, non, il faut trouver un vrai métier ? Sport, c'est vrai que souvent ça inquiète un petit peu les parents d'encourager sur ce sens-là. Tout à fait. D'autant plus que ma mère était très douée pour le dessin et la peinture aussi. Elle m'a donc transmis ce don. Et donc, pour elle, ça lui paraissait normal qu'en quelque sorte, j'ai ce don. Alors donc, elle n'a pas contrarié ma vocation, au contraire. Alors justement, vous avez parlé de votre rencontre avec Pierre-Laurent Bruno, qui vous a encouragé à exposer. Mis à part lui, est-ce que vous avez reçu l'appui d'autres personnes, justement comme ça, de la peinture, de l'art, qui ont vu vos œuvres et qui vous ont dit il faut continuer dans cette voie-là ? Ah ben oui, j'ai rencontré le peintre Peter Wageman, qui est un peintre nature morte, un des plus grands peintres nature morte au monde, et qui m'a encouragé dans cette voie. Puis après, j'ai le peintre Hugues Chamagne aussi, qui m'encourage, disons, à persévérer dans cette voie. Bon, vous l'aurez compris depuis le départ, hein, puisque vous nous l'avez dit plusieurs fois, vous peignez des natures mortes. Alors justement, pourquoi s'être arrêté sur les natures mortes ? Les portraits de personnes, ce genre de choses, ça vous intéresse pas ? Alors si, j'ai fait des portraits, j'ai fait des paysages, j'ai fait des marines, j'ai fait un peu de tout.
Mais je crois que, bon, Léonard de Vinci disait qu'un peintre doit savoir tout faire. Et je pense qu'il a raison, un peintre doit être capable de tout faire. Mais je crois qu'il faut se spécialiser pour, au niveau des couleurs, arriver à une véracité et vraiment exceller dans ce domaine. Et alors donc pourquoi je suis venu à Nature Morte? Parce que j'avais un ami qui avait une galerie et un jour j'ai vu une nature morte, c'était dans les années 80, et là j'ai eu une révélation et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Alors je me réfère à des peintres hollandais, voilà, tout à fait. Alors donc des peintres hollandais, il y a Willem van Alest, vous avez aussi Rachel Ruiz qui faisait des bouquets de fleurs magnifiques, des peintres allemands tels que Cornelis de Hem, et des peintres flamands comme Jean-Frans van Dael. Parce que, comme je dis, comme disait Lucanio Visconti, le célèbre metteur en scène, on n'est pas né dans un désert. Donc on a fatalement l'influence d'une culture. Et ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. Puis il y a des affinités envers certains artistes. De toute façon, je crois que notre propre personnalité est un amalgame de toutes les autres. Et encore aujourd'hui, vous avez l'impression de progresser chaque jour? Alors, il y a des choses que vous arrivez peut-être mieux à faire? Ah, tout à fait, oui, parce que, bon, si vous voulez, au niveau technique, j'ai atteint une maîtrise de la technique. Mais maintenant, c'est au niveau de la recherche des couleurs, d'effets de couleurs, que je fais ma recherche. Donc aujourd'hui, peut-être que quand vous voyez certains de vos anciens tableaux, vous dites ah cet endroit-là, j'aurais pu le perfectionner. Ah tout à fait, tout à fait. Et puis de toute façon, un artiste, je crois, n'est jamais satisfait de son œuvre. On recherche toujours, c'est une perpétuelle évolution et un perfectionnisme qu'on recherche et qu'on n'atteint jamais finalement. Mais sinon, c'est vrai que l'artiste avance plus finalement dans son travail. Tout à fait. S'il suppose qu'il a atteint la perfection, autant qu'il s'arrête au sommet de son art et qu'il prenne sa retraite. Alors justement, on parle de succès, on parle de tout ça, de votre progression. Aujourd'hui, il faut savoir que vous êtes coté, notamment au Drouot. Je viens d'être reconnu justement pour les experts de Drouot qui m'ont donné une cotation. Alors ça fait quand même plaisir parce que c'est une reconnaissance quand même. Donc oui, là pour le coup, c'est quoi? C'est une étape de plus de franchie? Ah, c'est une étape de plus de franchie, puisque ça veut dire que ma peinture est reconnue. Alors ça fait quand même plaisir. Bien qu'il faut rester modeste, quand même, parce que je suis quelqu'un de modeste. Puis je crois que dans la vie, même si on a un don, je crois qu'il faut pas en tirer vanité. Il faut toujours rester modeste. Et ce genre de reconnaissance, justement, je suppose que ça doit vous aider par la suite pour trouver des lieux d'exposition. Ah mais tout à fait, oui. C'est évident que de l'instant où vous êtes reconnu, que vous êtes coté à Drouot, des portes s'ouvrent, qu'avant, bon, tant que vous n'êtes pas connu, c'est plus difficile. Alors justement, les lieux d'exposition aujourd'hui, quels sont-ils? Alors la prochaine exposition se fera à Castres, à l'hôtel de Nérac, dans une bâtisse du XVIIe siècle, magnifique, avec l'aide de la Société Générale. Et donc cette exposition se fera du 4 au 18 décembre. D'accord. Le vernissage a lieu le 4 donc. Sur Toulouse, si on veut vous voir Alors sur Toulouse, une exposition est prévue courant 2010, je pense au printemps 2010. Et pour rester dans 2010-2011, je crois savoir aussi qu'il y a peut-être une exposition alors, des expositions expatriées très bien. Tout à fait. Alors il y a prévu la Suisse, il y a prévu aussi Dubaï et éventuellement le Qatar. Mais comme c'est quand même lourd à gérer, donc ça se fera, je pense, 2010-2011. Alors donc on voit tous ces tableaux qui sont derrière nous. Là, même si je sais que c'est assez compliqué à exprimer comme idée, mais pour réaliser un tableau comme ça vous prend combien de temps? Alors un tableau à peu près comme ceci, il faut compter à peu près une centaine d'heures. Une centaine d'heures, oui. Une centaine d'heures. Parce qu'au départ, je pars d'une fine toile de lin, dont je fais mon dessin au crayon. Ensuite, je passe en première couche, par exemple, comme vous voyez la feuille, un vernis. Lorsque tout est sec, je repeins en seconde couche la peinture définitive. Et donc, je peins comme technique ce qu'on appelle à la prima. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre une teinte de vert, et voyez, j'éclaircis ou je fonce, tout ça. Les teintes sont fondues les unes dans les autres. Alors, c'est une technique qui est très longue, mais bien sûr qui donne un effet puisqu'on a l'impression que les fruits sont en relief en quelque sorte. 100 heures de travail, finalement, est-ce que vous vous obligez à peindre tous les jours?
Ah, ben disons, je peins tous les jours, une moyenne 4-5 heures. 4-5 heures, ouais. Voilà, 4-5 heures. C'est vous qui vous l'imposez ou c'est naturel, voilà. Mais je crois qu'il faut le faire aussi, parce que si on faisait les choses lorsqu'on en a envie, je crois qu'on ne ferait pas grand-chose. Je crois qu'il faut se donner quand même aussi l'envie de le faire tous les jours. Il y a quand même ce réel besoin, je suppose, quand on... Et puis, voilà, c'est ça. Je crois que c'est magique, parce que lorsque vous voyez un fruit, vous l'avez terminé, ou une fleur qui est finie comme ça, c'est magique. Alors, aujourd'hui, vous comptez à peu près combien de tableaux qui ont été, que vous avez réalisés sur toutes ces années? On va donner un chiffre approximatif. Une cinquantaine. Une cinquantaine? Voilà, depuis, disons, les années 80. Ok, bon, mais très bien. Bon, on va terminer avec une dernière question et puis ensuite on va vous laisser tranquille. Vous avez encore de la peinture à faire aujourd'hui, à moins que vous l'ayez fait avant qu'on se rencontre. Dernière question. Allez, on s'imagine, on se retrouve dans un an. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici là? Eh bien, souhaiter que, bon, disons, de faire d'autres expositions et que mon art soit enfin, reconnu. Voilà. Parce que je trouve que quand on a un don, comme j'ai eu la chance d'avoir, il faut en faire bénéficier les gens. Nous allons maintenant passer à la littérature. Nous avons eu la chance de rencontrer Bernard Werber, l'auteur toulousain. C'est tout de suite. Et étant donné que j'étais journaliste scientifique, j'ai toujours voulu, à travers mes romans, transmettre des connaissances, faire que mes lecteurs, une fois qu'ils ont fini le livre, ils ont appris beaucoup de choses, ils ont une nouvelle curiosité, ils se posent de nouvelles questions. Pour moi, un bon livre est un livre qui continue d'avoir de l'effet après la lecture. Pas juste un livre où on se dit, bon, ben voilà, au final, le héros, il s'en est tiré, et passons au livre suivant. Il faut que les livres nous apprennent des choses, il faut que les livres nous ouvrent de nouveaux horizons, et nous fassent poser de nouvelles questions. Finalement, c'est un peu une déformation professionnelle pour le coup du journalisme, de cette idée de transmettre, de quoi qu'il arrive, dès que vous écrivez sur un sujet, de pouvoir apporter un petit plus. Oui, tout à fait. La fonction du roman, l'avantage du roman par rapport aux articles, c'est que les articles en général ont une durée de vie d'une semaine, au mieux d'un mois, alors qu'un roman peut tenir pendant des années, et c'est une sorte de petite machine à émettre de la connaissance et à réveiller le lecteur. Je crois qu'un bon roman est quelque chose qui réveille le lecteur, l'instruit et lui donne envie d'aller plus loin, lui donne du courage. Alors, autre chose, dans la plupart de vos romans, il y a la place des animaux qui est importante. On peut penser aux fourmis, on pense aussi au cycle des dieux avec les animaux totems, ou c'est le cas dans d'autres romans. L'animal, pour vous, est vraiment plus évolué que l'homme et a une symbolique plus forte qu'un être humain? Pour moi, l'homme est un animal parmi d'autres. Il y avait cette phrase que je trouve assez intéressante, c'est « L'homme a connu 3 vexations ». La première, c'est Copernic qui a dit « La Terre n'est pas au centre de l'univers ». La deuxième, c'est Darwin qui a dit « L'homme est un animal comme les autres ». Et la troisième, c'est que la motivation de la plupart des actes artistiques ou politiques est la libido. Donc une fois qu'on a ces 3 leçons de modestie, on regarde l'humanité différemment. Et l'animal, pour moi, c'est juste une manière de rappeler à l'homme qu'on fait partie de la nature. On ne lutte pas contre la nature, on ne détruit pas la nature. Et si on fait du mal à la nature, elle nous rendra cette douleur en retour. Donc, l'animal est une manière d'avoir un regard extérieur sur l'humanité qui ne soit pas humain. En me transposant dans des fourmis ou en me transposant dans la vision d'extraterrestres ou d'anges ou de Dieu, tout ce que je fais, c'est que je parle différemment de l'humanité et j'essaie d'avoir du recul. Mais tout ça, c'est presque des problèmes de focale d'objectif, c'est-à-dire plus on regarde l'humanité de loin, plus on comprend de choses. Quand on est trop près, on loupe tout. On loupe, c'est-à-dire comme une loupe, on grossit tout et donc on voit rien. Et moi je suis pour qu'on regarde de loin et qu'on regarde différemment, qu'on trouve de nouveaux angles. Justement, vous parlez de regarder loin, peut-être même dans le futur. Il y a un site internet que vous avez lancé il y a quelque temps qui était tiré d'un roman qui s'appelle L'Arbre des Possibles. Au jour d'aujourd'hui, avec les nombreuses contributions qu'il y a eu sur le site, quel regard vous portez sur ce site internet? Moi je crois que L'Arbre des Possibles est peut-être ce que je risque de laisser de plus actif, parce que c'est un site qui n'est pas juste une œuvre littéraire, c'est une œuvre littéraire interactive. C'est un endroit où les gens peuvent déposer leur vision du futur. Et L'Arbre des Possibles est pour moi un projet énorme. Le problème, c'est qu'il arrive trop tôt. Comme la plupart de mes projets, je les démarre alors que les gens ne sont pas prêts à ça. Actuellement, on n'a pas envie d'entendre parler du futur, on n'a pas envie de parler du futur, on n'a pas envie de penser au futur, parce que le futur nous fait peur. Et dans L'Arbre des Possibles, ce que je propose aux gens, c'est d'apprivoiser le futur.
de réhabiliter le futur. Et ça a l'air très, très difficile, mais je vais essayer quand même. C'était donc votre émission Les Jardins de la Culture. Pour le 3e numéro, nous nous retrouvons dès la semaine prochaine, jeudi soir, même heure, même endroit.